mesure d'association, la question, c'est apprécier jusqu'à quel point les ensembles de nombres se ressemblent. Le but, c'est déterminer si des mesures se ressemblent, voilà, faire des prédictions, la corrélation et la régression. La régression, c'est l'opération que l'on utilise pour faire de la prédiction. Relation entre les variables, dépendance totale, l'exemple des vis, je passe très vite là-dessus, les humains, il y a les grands minces et les petits gros, la notion de nuage de points, relation imparfaite. Alors vient la question comment mesurer la covariation. Ça c'est mathématique. Ça j'en ai pas parlé dans le montage précédent. Il faut comprendre quand même un peu. Donc je vous explique. À quoi est-ce qu'ils ont pensé, les gens qui ont inventé le coefficient de corrélation? Mais d'abord, le premier point, c'était de faire en sorte d'avoir un nombre qui puisse être grand lorsque la covariation est importante et qui puisse être petit lorsque la covariation est faible. Alors ils se sont dit au fond que covariation, covariance, ça ressemblait à quelque chose qu'on connaissait déjà, à savoir la variance. Ils ont réfléchi un petit peu en se disant qu'est-ce que c'est que la variance? La variance, c'est quelque chose sur une série de données uniques. Et pour savoir si cette série de données uniques est plus ou moins variable, on va faire quoi? On calcule les écarts entre les données et la moyenne de ces données. Et au fond, chaque écart, on le multiplie par lui-même. Donc on fait un produit de l'écart par l'écart. Ça s'appelle mètre au carré, c'est pas compliqué. Et donc rappelez que mètre au carré, c'est multiplier une chose par elle-même. Il n'y en a qu'une série de données. Maintenant, on ne va plus parler de variance, on va parler de covariance. La variance, on a deux séries de données. Et donc, dans chacune des deux séries de données, on peut prendre un écart entre la donnée et sa moyenne. Dans l'autre série de données, on prend l'écart entre la donnée et sa moyenne. Donc, on peut avoir un écart en X et un écart en Y. On a deux écarts. Et bien, ces deux écarts, qu'à cela ne tienne, on va les multiplier l'un par l'autre. Donc, si dans une variance, on fait x moins la moyenne multiplié par x moins la moyenne, ici, on va construire quelque chose où on fait x moins la moyenne des x multiplié par y moins la moyenne des y. Bon. On a donc, au lieu d'avoir un carré d'écart, on a un produit d'écart. Alors, vous savez bien que dans la variance, quand on a des carrés d'écart, on les somme, ces carrés d'écart. Ici, on a des produits d'écart, on va les sommer. Et ça va donner un nombre. Question, évidemment, est-ce que ce nombre, il est intéressant? Ben oui, ce nombre, il est intéressant et il faut essayer de comprendre pourquoi. Imaginez, par exemple, que l'on ait deux séries de données qui soient très peu corrélées, qui covarient très peu. Donc, on va avoir, par exemple, une donnée x très proche de sa moyenne, et à côté, là, dans l'autre série, une donnée y très éloignée de sa moyenne. On va mesurer quelque chose de grand, l'écart en y, et cette chose grande en y, on va la multiplier par quoi? On va la multiplier par quelque chose de petit. Imaginez qu'on continue, et on voit à un certain moment un grand écart en x, mais un petit écart en y. On va multiplier quelque chose de grand par quelque chose de petit. Et ainsi de suite. Tout ce qui est grand va être ramené à rien parce qu'il y a quelque chose de petit qui va avec. Et tout ce qui est petit va être un multiplicateur de quelque chose qui est grand, puisque les séries de données ne se ressemblent pas. Et donc au final, quand on va faire la somme, on va avoir un petit produit, plus un petit produit, plus un petit produit, plus un petit produit, plus un petit produit, donc quelque chose de petit. Par contre, imaginez qu'on ait maintenant deux séries de données en forte covariation. Et donc, il y a par exemple une paire de données où on a la donnée x qui est tout près de sa moyenne et la donnée y qui est tout près de sa moyenne. Ça, c'est petit avec petit. Quand on va multiplier petit par petit, ça va donner quoi? Ça va donner petit. Et vous allez me dire, oui, ça n'arrange pas les bidons. Mais si ça arrange les bidons, parce que, oui, bien sûr, il y a du petit fois petit, mais à un certain moment, on va bien tomber sur une grande. Et en fait, l'écart grand entre une donnée d'x et sa moyenne d'x, il va être lié à un écart grand
entre la donnée d'y et la moyenne des y. Et cet écart grand va être multiplié par un écart grand. Et chaque fois qu'il y aura un écart grand, il sera multiplié par un grand. Bien sûr, quand il y aura un petit, il sera multiplié par un petit, et ça c'est important. Ça va à la limite tendre vers 0. Mais ce qui est grand va toujours être multiplié par grand. Et là, ça va permettre une accumulation de valeurs importantes. Et donc, quand on va faire la somme des produits, on aura, c'est vrai, toute une liste de petits produits, comme dans le cas précédent, mais aussi une liste de grands produits. Et ça, au final, ça va faire gros. Donc, si on somme des produits qui sont toujours plutôt petits, on va obtenir une somme petite. Si on somme des produits dont certes certains sont petits, mais dont d'autres sont grands, on va obtenir quelque chose de plus grand. Et donc, la somme des produits des écarts est un nombre qui varie comme varie la covariation. La somme des produits des écarts est grande quand la covariation est importante. La somme des produits des écarts est petite quand la covariation est faible. Maintenant, on ne peut pas en rester là. Parce que si je prends une liste de 10 paires de données et que je fais la somme des produits des écarts, quelle que soit la covariation, cette somme va être plus petite que si je prends une liste de 1000 paires de données, où la somme va être nécessairement plus grande. Qu'est-ce qu'on va donc faire? Eh bien, la somme des produits des données, on va la référer à l'effectif. Dans un cas, on va la diviser par 10, dans l'autre cas, c'est par 1000 qu'on va la diviser. Et donc, on va arriver à, en quelque sorte, ramener ça à une comparabilité et avoir un nombre qui, certes, varie en fonction de la covariation, mais qui est plus sensible au nombre de paires de données. Ce que je viens de décrire, ça porte un nom, ça s'appelle la covariance, c'est un indice de mesure de la covariation. La covariance, c'est le produit la somme des produits des écarts de données des deux séries à leur moyenne rapportées à l'effectif. Donc, si vous voulez, c'est comme la variance, sauf que d'être l'écart et des écarts, c'est des produits d'écart. Vous avez là dans la variance des produits d'écart par le même, c'est-à-dire des carrés. Par analogie, dans la covariance des produits d'écart sur deux séries de données, somme des carrés des écarts se transforme en somme des produits des écarts, SCE, STE. Et vous avez ici l'expression à la diaouite mathématique de la covariance qui se symbolise par sigma carré XY. Là, comme vous le voyez tout simplement, c'est la somme des produits des écarts divisée par l'effectif, c'est la covariance. Bon, donc c'est très bien. On a un indice qui mesure la covariation et qui est indépendant du nombre de paires de données. Maintenant, imaginez qu'on s'interroge sur la covariation poids-taille chez les souris et la covariation poids-taille chez les éléphants. Et qu'on mesure tout en centimètres. Si on fait ça, on va avoir un problème. Parce que la somme des produits des écarts va être plus grande chez les éléphants. Parce que le nombre de centimètres est plus important. Et donc, si on n'y prend pas garde, on va avoir l'impression que la covariation est beaucoup plus grande chez les éléphants que chez les souris. C'est quoi le problème sur lequel on vient de buter? C'est le deuxième problème de dépendance par rapport aux conditions. Le premier, c'était la dépendance par rapport à la numérosité, c'était la dépendance par rapport au nombre de valeurs. On l'a bypassé en divisant par l'effectif. Le deuxième, en fait, c'est un effet d'échelle. C'est parce que, en vérité, la covariance, si on se contente de la mesurer comme ça, elle va être dépendante des caractéristiques intrinsèques de la mesure, donc elle va être dépendante des échelles. Et ça, évidemment, c'est pas tolérable. Donc il faut enlever cet effet pour avoir un indice
qui va mesurer la covariation sans plus être influencé ni par le nombre, on l'a déjà fait, on divise par l'effectif, ni par ces facteurs d'échelle. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Bon, il suffit de se rappeler qu'on est un peu malin déjà parce qu'on a inventé des trucs intéressants en statistique. Et il y en a notamment un truc pas mal, c'est la variance. Ben oui, parce que si vous regardez un petit peu une variance de taille d'éléphant en centimètres et une variance de taille de souris en centimètres, ben, la variance des tailles de souris, c'est peu de choses, vous savez. C'est peut-être une affaire d'un demi-centimètre ou d'un centimètre. Surtout si vous en prenez la racine carrée et vous considérez l'écart type, parce que là vous ramenez dans l'échelle des données, c'est un nombre de centimètres petit. Si vous prenez la variance des tailles d'éléphant, c'est beaucoup de centimètres, en l'ayant rapporté aux données, c'est-à-dire en ayant pris l'écart type. Et donc en fait la variance transformée en écart type, elle exprime cet effet d'échelle. Elle mesure le fait que chez l'éléphant, la variabilité, même si elle est la même que chez les souris, elle va s'exprimer par un nombre plus grand. Ok, donc ça signifie qu'on a un indice, la variance ou l'écart type, sensible à un indice qui exprime cet effet d'échelle qui nous embête et qu'on voudrait enlever. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Ben, c'est tout bête. La covariance, on va enlever l'effet d'échelle, donc on enlève l'effet d'échelle en x, on divise par la variance en x, on enlève l'effet d'échelle en y, on divise par la variance en y. Par la variance? Non, pas par la variance. On va diviser de part et d'autre par l'écart type. De manière telle que, puisqu'on a repris l'écart type, c'est-à-dire on a repris la racine carrée, on va avoir la racine carrée d'un bidule multipliée par la racine carrée d'un machin. Ce sera du même ordre que la somme des produits d'écart qu'on a là-au-dessus. Et donc, si la covariation exprimée par la somme des produits d'écart apportée à l'effectif, si la covariation est du même ordre que la variation intrinsèque sur chacune des données, ce qu'il va y avoir au-dessus va être égal à ce qu'il va y avoir en dessous. La somme des produits va être égale au produit des racines carrées des variances. Et quand le truc au-dessus est égal au truc qui est en dessous, ça s'appelle 1. Par contre, si on a une quantité qui varie de manière différente au-dessus et en dessous du rapport, eh bien on va avoir une variation. Et on va pouvoir descendre en dessous de l'unité. Ce qui fait que si on vient à diviser la covariance par le produit des écarts types, comme c'est proposé ici à la via d'après Mélanie, je crois, voilà, merci. Si on divise donc la covariance par le produit des écarts types, on a quelque chose qui va varier en valeur absolue entre 0 et 1. Si c'est au-dessus est égal à ce qu'il y a en dessous, ça veut dire que la covariation est du même ordre que les variations intrinsèques, donc c'est pas important. Par contre, si c'est les variations intrinsèques qui l'emportent par rapport à la covariation, alors on va tendre vers la nullité de ce quotient, vers la nullité de cette chose qui n'est rien d'autre que le coefficient de corrélation. Ben oui, parce que le coefficient de corrélation, celui que M. Crozet et M. Desson ont inventé au début du XXe siècle, le coefficient de corrélation, c'est le rapport de la covariance au produit des racines carrées des variables. Et ici, à la via 11, vous en avez un certain nombre d'expressions. Celle du dessus, c'est la définition théorique que je viens de donner. Celle du milieu est plus baroque. Parce que vous voyez, on fait apparaître les notes normales centrées réduites. Et donc, on montre que la corrélation, en fait, on peut l'exprimer comme le rapport à l'effectif du produit des notes normales centrées réduites logiques. Qu'est-ce que c'est une note normale centrée réduite? C'est un écart entre une certaine valeur et sa moyenne,
fait, vous allez multiplier des déviations centrées et réglées l'une par l'autre, sommez tout ça, divisé par n, vous avez le coefficient de corrélation. Donc c'est une autre manière de voir les choses. On se projette dans un autre espace représentationnel, mais on y est arrivé par une modification algébrique. Et alors, l'autre affaire, là, R égale B qui multiplie sigma x sur sigma y, ah, ça c'est encore une autre représentation. Ce petit b là, c'est quelque chose qui est une des expressions mathématiques des caractéristiques de la droite de régression. Et ce que ça ici, ça montre en fait, c'est qu'il y a une relation entre la corrélation et la prédiction. Il y a une relation entre la corrélation et la régression. On le savait déjà puisque je vous l'avais montré avec l'autre montage. Et ici, on voit de manière mathématique. Et donc, si on prend le rapport des variabilités et des variables intrinsèques et qu'on le combine avec des propriétés de la droite de régression, on récupère le coefficient de corrélation. Donc, cette formule suffirait en 15 secondes pour dire que la prédiction est liée à la régression, pardon, que la prédiction et la régression sont liées à la corrélation. Alors, à la page 12, là, vous avez la formule qui fait peur à tout le monde, mais qui ne devrait pas faire peur. Simplement, je vous la montre pourquoi. Je vous la montre pour faire contraste entre cette formule-ci et, je vais revenir en arrière, la formule du haut de la page 11. Parce que toutes ces formules, elles disent exactement la même chose. C'est 4 expressions différentes de la corrélation. Celle qui est la plus simple, conceptuellement, c'est celle du haut de la ligne 11. Parce qu'elle explique ce que c'est un coefficient de corrélation. On la lit, on donne la définition du coefficient. Par contre, celle du bas n'explique pas ce que c'est. Elle exprime une relation entre prédiction et corrélation. Et celle du milieu, elle dit ce que c'est d'une manière un peu tordue, en rappelant qu'on est en fait dans le contexte d'une normalisation quand on fait de la corrélation. Donc, ces 3 formules, elles parlent de la même chose, mais en prenant des points de vue différents. C'est ça qu'elles ont en commun. La quatrième, la plus grande, la chevalier numéro 12, elle parle aussi de la corrélation. Mais franchement, elle ne parle pas de manière intelligible. Elle ne parle pas de manière intelligente. Elle ne fait rien comprendre. Pourquoi alors est-ce qu'on en est si friand? Pourquoi est-ce qu'on la trouve partout? Mais c'est très simple. C'est parce que c'est une formule qui permet de faire les calculs facilement. Parce qu'avec cette formule-là, vous avez juste besoin d'être capable de faire de la multiplication et de faire de la somme et de la division, et c'est bon. Avec les opérations que connaît un enfant de 12 ans, on peut arriver à faire ça. Par contre, si je reviens en arrière, c'est vachement compliqué, parce qu'il faut d'abord calculer la covariance, il faut calculer la variance en x, la variance en y, et puis il faut se donner un certain nombre de choses, notamment les racines carrées. Et vous savez, avant qu'on ait des ordinateurs, les machines à calculer et autres bouliers compteurs, c'était un peu compliqué d'extraire des racines carrées. Ça ne faisait pas aussi mal que chez le dentiste, mais quand même, ça faisait un petit peu mal. Et donc ces formules-ci sont des formules très populaires, parce que ce sont des formules qu'on a utilisées pendant un siècle pour faire des calculs, parce que les calculs étaient faciles à faire avec. Alors, page 13, 14, 15, 16, 17, 18, vous avez des graphes que je vous ai montrés. 19, vous avez un résumé moins joli que celui que je vous ai montré, qui montre en gros une allure générale de corrélation parfaite et une allure générale de corrélation nulle, sauf que je vous ai montré dans le montage précédent une corrélation nulle en utilisant que la figure du plan corrélationnel entièrement envahi par des points. Oui, il y a quelque chose que je n'ai pas dit parce que ça nécessite un tout petit peu de réflexion mathématique. Maintenant qu'on a posé ce que c'est qu'un coefficient de corrélation, on a bien vu que c'est basé sur un rapport de variance et de covariance. Et donc on a bien vu qu'un coefficient de corrélation, ça exprime le lien entre une variabilité et une autre variabilité. Alors, c'est pour ça que les deux derniers graphes de la diac qui est à l'écran pour le moment
ils sont intéressants. Ils sont intéressants parce que ça nous montre une autre manière de concevoir l'absence de corrélation. Car si on pose, comme je viens de faire avec les outils mathématiques, que la corrélation est une question de rapport de variabilité, on peut très bien voir pourquoi les deux exemples du bas sont des corrélations nulles. C'est parce que dans chacun des deux exemples du bas, on a une variable qui varie, mais l'autre variable ne varie pas. Quand vous avez les points à la verticale, ça veut dire qu'en abscisse, il y a zéro variation. Quand vous avez les points à l'horizontale, ça veut dire qu'en ordonnée, il y a zéro variation. Et donc, évidemment, comme il y a une absence de variabilité, comment voulez-vous poser la question de savoir si la variabilité d'un côté est similaire à la variabilité de l'autre? On ne peut pas répondre à la question parce que de l'autre côté, il n'y a pas de variabilité. Comment voulez-vous comparer un truc qui existe à une absence? On ne sait pas. Et mathématiquement, en fait, ce qui se passe, c'est que très intelligemment, le coefficient va s'annuler. Et donc, il y a trois manières d'être une corrélation nulle. Celle que je vous ai montrée avec la dia précédente, c'est-à-dire la dispersion dans le plan. Ça se comprend facilement parce qu'il y a de la variabilité d'un côté, de la variabilité de l'autre, et les variabilités n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Mais aussi deux autres manières, c'est une variabilité inexistante en x, mais existante en y, une variabilité inexistante en y, mais existante en x. C'est évidemment, si je n'ai pas le concept mathématique de corrélation, je ne peux pas l'introduire. Alors, à la dia 20, on parle de corrélation positive et négative. À la dia 21, on parle de corrélation et prédiction. À la dia 22, là, on aborde quelque chose que je n'ai pas abordé avec le montage précédent. C'est l'idée que, en fait, mesurer une corrélation, c'est en vérité mesurer un ajustement d'un nuage de points à un modèle, un ajustement. C'est-à-dire, au fond, dans quelle mesure un nuage de points ressemble à un modèle? Ben, vous le savez, ça, au fond, parce que ça, je vous l'ai déjà dit. Sauf qu'il y a un truc que je ne vous ai pas dit, c'est que la droite, je la prenais comme modèle. Je prends la droite comme modèle, je regarde un nuage de points, et je me dis, tiens, est-ce que ce nuage de points ressemble à une droite? Et j'ai fait un choix. J'ai fait le choix du modèle droite. Mais si j'ai envie, je peux faire le choix d'un autre modèle. Je peux prendre un modèle comme ça, un modèle comme ça, un modèle comme ça. Je peux prendre un modèle comme ça. Ce n'est pas interdit par la loi. Mais évidemment, souvent, on prend un modèle qui est une droite. On va dire qu'on prend un modèle linéaire. Et jusqu'à présent, on a fait la corrélation linéaire comme M. Jourdain faisait la prose sans le savoir. Je ne vous ai pas dit qu'on était dans un cas particulier qui est le cas de la linéarité de la corrélation. Je dois vous le dire maintenant, puisque je suis en train de définir la corrélation comme une opération d'ajustement d'un nuage à un modèle. Et le modèle que j'ai utilisé comme référence, c'est la droite. Alors on va essayer de continuer un petit peu avec le modèle qui est la droite, de comprendre la notion d'ajustement. Et puis après, évidemment, on va se libérer et on va dire, oui, mais voyons d'autres modèles que la droite. Mais d'abord l'ajustement, et pour raison de facilité, on garde la droite comme modèle, mais ce qui est nouveau par rapport au montage précédent, c'est qu'on est conscient qu'on travaille avec un modèle, et que c'est de manière arbitraire qu'on a choisi le modèle. Vous avez un nuage de points qui se dessine à gauche. Ce nuage de points, il y a une droite jaune qui vient de s'y superposer. Vous avez le même nuage de points qui se dessine à droite, et ce nuage de points, il y a une droite jaune qui vient de s'y superposer. Est-ce que vous sentez dans vos tripes, comme moi, qu'il y a une des deux droites qui ajuste mieux le nuage que l'autre? C'est très bien. C'est laquelle qui ajuste mieux? C'est la gauche qui ajuste mieux. Bon. Par quelle magie avez-vous pu déterminer, à raison, que la droite de gauche ajuste mieux le nuage de points que la droite de droite? Je voudrais bien que vous m'expliquiez.
milieu ou au mieux? Au milieu, on va dire, oui. Elle a la même inclinaison que le nuage de pointe. Oui. A plus ou moins le même nombre de points de chaque côté. Ça veut dire qu'elle passe au milieu, ça. Hein? Oui. Elle passe par le plus grand nombre de points. C'est notre vision, c'est intéressant. Ouais. Et donc vous avez tous raison. Hein? Mais alors dites-moi un petit peu, comment vous allez faire pour mathématiser ça? Parce que moi je suis capable de vous dire à quel point celle de gauche est meilleure que celle de droite, avec des nombres. Comment est-ce que je peux faire, à votre avis? Je peux même faire autre chose, je peux trouver. Vous savez que dans le plan, il y a une infinité de droite, hein, vous savez ça, une infinité. Eh bien, moi je suis un magicien, dans l'infini, je peux trouver la droite qui ajuste le mieux le nuage de pointe. The droite. The best droite. Comment est-ce que je fais à votre avis? Enfin, avec une formule, ça, bien sûr, avec une formule, mais qu'est-ce que j'ai mis dedans? Voilà, comme elle dit. Voilà. A et B, ouais, d'accord. Oui, il y a souvent A et B dans la formule, on est bien d'accord. Voilà, donc, c'est ça maintenant qu'on se pose comme question, c'est comment on fait pour se donner des critères permettant de juger du degré d'ajustement d'une droite en nuage de pointe. C'est très simple, c'est très simple. Regardez un petit peu, je viens d'afficher un des points de l'encodé avec un petit cercle jaune à gauche. Et bon, ben, ce point-là, il m'intéresse ce point-là. Il m'intéresse parce que je me dis au fond, ce point, vous voyez, j'ai fait descendre une ligne brisée mauve là. Et donc j'ai l'abscisse de ce point-là. Et donc je vais faire comme si j'étais dans une opération de prédiction. Et donc je vais faire comme si j'avais la valeur d'abscisse qui correspond au point et que je veuille prédire la valeur d'ordonnée. Donc qu'est-ce que je devrais faire? Ben, je monte en direction du point. Ouais, mais je ne peux pas m'arrêter au point, hein, parce que le point il est en dessous de la droite. Donc je continue jusqu'à la droite, puis quand j'arrive à la droite, ah ben non, regardez, c'est pas tout à fait ça. Ah oui, non, c'est pas exactement la même chose, parce que en réalité, l'ordonnée du vrai point, elle arrive là sur l'axe avec la ligne brisée rouge, mais si j'utilise la technique de tout à l'heure quand je vous ai expliqué la notion de prédiction, je vais en fait aller jusqu'à la droite, et là c'est la ligne jaune qui arrive. Et vous voyez, ce point-là que je connais bien, si je le prédis comme ça, je vais faire une erreur. Comment est-ce que je peux mesurer mon erreur? Ben, c'est très simple. Mon erreur, c'est la différence entre la réalité et ce que j'ai prédit. La réalité, c'est là où la ligne rouge va couper l'axe d'ordonnée. Ce que j'ai prédit, c'est là où la ligne jaune va couper l'axe d'ordonnée. Et donc, j'ai visé un peu à côté avec mon système-là. J'ai visé un peu à côté parce que ce qui est prédit n'est pas tout à fait ce qui est exact. Alors, je prends le même point, mais à droite. Vous vous rappelez que c'est le même nuage de points, hein? C'est exactement le même nuage de points qui a la même structure, donc je prends le même point, et j'applique le même raisonnement. Donc je pars de la valeur d'ordonnée, de la valeur, pardon, d'abscisse, je pars de la valeur d'abscisse, je pars de la valeur de x, et j'essaie de savoir ce qu'est l'ordonnée, ce qu'est le y. Si je pars du point, ben, j'arrive là à cette valeur de y que je connaissais bien, mais si j'applique la technique avec la droite, paf, je tombe sur autre chose. Autre chose qui est pire, mon erreur, en fait, elle est plus grande dans ce cas-là que dans le premier cas. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, en fait, pour apprécier le degré d'ajustement d'une droite à un nuage, c'est calculer tout ce qui est possible de calculer comme écart entre un point réel et un point prédit. L'écart entre le point réel et le point prédit, oh, vous savez ce qu'on fait souvent avec un écart, c'est mettre ça au carré. Je vais le mettre au carré. Et puis pour tous les points, je vais sommer. Et donc je vais avoir la somme des carrés des écarts entre le point prédit et le point réel. Et vous savez quoi?
plan qui est la meilleure, c'est celle qui minimise cette somme. Donc, là où la somme des carrés des écarts entre les points prédits et les points réels est minimale, se trouve la meilleure droite, se trouve la droite qui ajuste au mieux le nuage de points, se trouve la droite qui est la meilleure droite, on dit, au sens des moindres carrés. La meilleure droite au sens des moindres carrés, c'est celle pour laquelle ces carrés sont minimaux. Et donc ça, effectivement, on peut utiliser divers types de formules pour y arriver sans quand même devoir calculer toutes les valeurs de toutes les bouts du plan. Mais le critère est celui-là. Le critère d'ajustement est celui-là. C'est un critère de différence entre prédiction et valeur observée. Si à la limite, l'écart entre valeur observée et valeur prédite est nul, si à la limite tous ces écarts sont nuls, la somme va être nulle. Et dans quel cas est-ce que ça existe ça? Ça existe si et seulement si tous les points du nuage se confondent avec la droite de régression. Et dans ce cas-là, il n'y a pas photo, puisque les points sont alignés comme à la parade, et donc c'est évident qu'il y a une seule droite qui est la bonne. C'est la droite qui lie tous les points entre eux. Et ça, c'est la situation limite, où par ailleurs le coefficient de corrélation est parfait. Alors, la droite de régression, page 23. On peut donc parler de ses propriétés, et les propriétés de la droite, on peut les résumer en quelque sorte en deux attributs de cette droite de régression. Il y a un attribut qui est la pente, la droite est plus ou moins pentue, et puis il y a un autre attribut qui est l'endroit de l'axe d'ordonnée où la droite coupe l'axe d'ordonnée. Et donc, vous voyez que c'est représenté ici, ce que je viens de dire, par la valeur de A. Donc, c'est la distance entre le point d'intersection de l'axe X et de l'axe Y et le lieu de l'axe Y où la droite le coupe. Ça, c'est A. C'est le point d'intersection entre la droite de régression et l'axe d'ordonnée. Et par contre, l'autre valeur, on a l'habitude de l'appeler B. B, c'est la tangente de l'angle qui est formé entre une parallèle à l'axe d'abscisse et la droite de régression. Et donc, on exprime ça par l'équation de la droite, qui est de type Y égale A plus BX. Maintenant, il y a une question de culture là derrière. Moi, j'écris Y égale A plus BX en posant que A est l'intercept et que B est la pente. Mais dans certaines cultures, on dit que l'équation de la droite de régression, c'est AX plus B. Dans ces cas-là, on appelle évidemment A la pente et B l'intercept. Pourquoi est-ce que moi j'adopte cette culture-là? Parce que plus tard, quand je vais utiliser des modèles plus complexes, où par exemple j'aurai besoin de choses telles que A qui est à la puissance 0, ou bien B, ou bien C, ou bien D, puissance 1, puissance 2, puissance 3, puissance 4, etc. Ça me sera bien pratique d'avoir un terme qui va être non atteint par cela, qui sera A, et puis un multiplicateur de B par X, et puis un multiplicateur par x2, et puis un multiplicateur par x3, et puis un multiplicateur par x4, et je vais les appeler tout simplement A, B, C, D, E, F, G, et ainsi de suite. Hein. Mais si vous voulez, vous pouvez dire que c'est Z égale W plus F, B. Hein. Ça n'a aucune importance, c'est juste une question de définition de qu'est-ce qu'on appelle avec quelle lettre. C'est bien pour ça que je vous montre d'abord la droite et ses attributs. Donc avec ces deux attributs-là, l'intercept et la pente, ben, vous reconstruisez la droite, évidemment. À la dia 24, on dit en substance la même chose. À la dia 25, on redit des choses que je vous ai un peu dites en jouant avec les coefficients A et B qui décrivent les attributs de la droite et la notion de corrélation.
Au milieu, j'ai mis une formule de calcul qui est un peu la cousine de celle que je vous ai montrée auparavant. Et puis là, à partir de la dia 26, vous aurez quelques exemples, juste un peu pour visualiser les choses, hein, avec une droite de régression ici, qui a une certaine pente, ici une pente un peu plus forte, un peu moins forte, beaucoup moins forte. Vous voyez, 0,062, c'est vraiment proche de 0. Alors ici, ce que vous voyez, c'est que la pente est négative, moins 2. Ici, elle est toujours négative, mais moins forte, moins 0,253. Ici, toujours négative, mais beaucoup moins forte, moins 0,072. Voilà. Je dirais que on est arrivé au bout de quelque chose. On est arrivé au bout de la notion, je pense, de corrélation en lien avec la régression, dans un univers qui est un univers essentiellement linéaire, et sans se poser trop de questions sur le message qu'envoie la corrélation. J'ai juste insisté sur l'histoire de corrélation parce que c'est super important. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est diversifier l'interrogation sur la signifiance. On s'est posé la question de la causalité, mais on peut se poser 5 ou 6 questions dans ce genre-là. Ça, c'est une chose à faire. Une autre chose à faire, c'est diversifier les modèles, voir ce qu'on peut faire d'autre que prendre un modèle de droite. Et encore une autre chose à faire, c'est diversifier les techniques, parce que là, on s'est mis dans un espace métrique toujours. Mais après tout, la notion de corrélation peut très bien s'imposer dans un espace non métrique, avec des rangs par exemple. Et voilà, ce sont les voies de diversification que l'on peut désormais aborder. Je vous propose de ne pas le faire aujourd'hui, de le faire un petit peu plus tard, mais je vous propose aussi qu'on clôture par d'éventuelles questions que vous auriez. Alors, Charles Roy, je vous ai laissé un petit peu dans le silence. Est-ce qu'il y a des questions là-bas? Moi, j'ai une question. Oui. Demain, on a une séance de TP prévue à Mons et aussi à Charleroi sur le rôle de Spearman et sur le taux de Kendall. On annule les séances alors? Eh bien, vous allez leur expliquer. Oh. Allez. Ça va aller tout seul. On va faire les séances de TP demain. Ouais. C'est une voie de diversification, c'est de passer dans le paramétrie. Hein, c'est la dernière chose que j'ai dit. Et vous allez voir, c'est tout à fait intéressant d'avoir des visions différentes sur ces notions-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, à part Mélanie, est-ce que tout le monde est toujours vivant à Charleroi? Alors, il y en a un autre qui répond oui. À mon avis, ils sont toujours vivants, mais ils ne se sont pas rendus compte qu'ils n'étaient pas à Charleroi. Est-ce qu'à Mons, ça revient? Oui, bon. Une question. Donc, pourquoi est-ce que pour la formule du coefficient de corrélation, on divise par le produit des écarts types et pas par le produit des variances? C'est ça que je vous dis? C'est parce que si on divisait par le produit des variances, on aurait au dénominateur des quantités qui sont des produits de produits. Donc, on prend en fait ces produits qui sont des carrés, on en prend la racine carrée, comme ça on leur fait perdre, si tu veux, leur ampleur de produit. Et on a donc deux produits qui sont réduits à leur racine carrée, et si ces deux choses, on les multiplie l'une par l'autre, on reconstitue quelque chose qui est de l'ordre d'un produit qu'on retrouve au-dessus. Ça va? D'autres questions? C'est à quelle heure votre TP, Mélanie? Je pense que c'est 13h à Mons et 19h à Charleroi. Ok.
On va en parler un petit peu. Hein. On va en parler un petit peu tous les deux, hein, Mélanie. Ok. Plus de questions? Ok. Eh bien, je vous souhaite une soirée sereine.